Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Énergie le podcast, la version sonore d'Énergie le mag qui vous propose des interviews de personnalités et d'entrepreneurs venus de tous les horizons. Ils nous parlent de leur vision du monde actuel et abordent des thématiques liées à l'environnement, la transition énergétique, le développement durable ou encore l'innovation. Alors montez le son, on vous embarque avec nous. Pour ce numéro d'Énergie le mag, l'océan est à l'honneur et je suis ravie d'interviewer Françoise Gail, vice-présidente de la plateforme Océan et Climat, qui nous accueille à la Maison des Océans à Paris. Françoise Gail, bonjour. Merci de nous accueillir à la Maison des Océans et de répondre à nos questions pour Énergie le mag, le magazine de Dalkia. Alors l'océan est un écosystème complexe qui couvre 71% de la surface du globe, ce qui n'est pas négligeable. En quoi l'océan est-il si précieux ? Et surtout, quel rôle majeur joue-t-il pour la préservation de notre planète et la lutte contre le réchauffement climatique ? D'abord, la première des choses, c'est que cet océan, c'est de l'eau pour le vivant, l'eau est la condition nécessaire pour pouvoir se développer et survivre. La deuxième chose, c'est que l'océan, c'est aussi une bonne partie d'un espace qui contient beaucoup de ressources qu'on appelle naturelles. C'est également un espace qui contient un potentiel énergétique formidable, dont le fond semble réserver un capital minéral extraordinaire. Mais c'est surtout un des systèmes majeurs et c'est un régulateur du changement climatique. Par exemple, c'est l'océan qui absorbe plus de 90% de l'énergie thermique qui découle de nos activités humaines et qui capte la chaleur donc qu'il y a dans l'atmosphère. Et on peut imaginer que s'il n'y avait pas l'océan, on n'existerait plus à la surface de la Terre, puisque de toute façon, la température serait telle qu'on serait cramé carrément. Et puis la dernière chose, c'est que c'est aussi l'imaginaire, c'est la culture. Pour les enfants qui vont au bord de la mer, ça peut être formidable, génial. C'est un espace de jeu. Et puis c'est beau. Ça fait partie de ce qu'on appelle les services écosystémiques que l'océan peut apporter à l'espèce humaine. La Terre, on a, en France en tout cas, plutôt je trouve un esprit agricole plutôt que marin. Autant quand vous regardez des petits États insulaires, en tout cas tout ce qui est les États du Pacifique, il y a une autre culture, ces petits États insulaires, c'est des grands pays océaniques. Et pour eux, il n'y a pas du tout cette différence terre-mer, puisque les propriétés vont aussi sur l'océan. Donc voilà, donc cette diversité fait que, pour moi, c'est sans doute le dernier espace naturel qui mérite encore qu'on s'y attache, qu'on l'explore, puisqu'il est peu connu, et qu'on le fasse connaître et aimer, et intégrer dans notre vision des sociétés futures. Vous parliez de notre esprit agricole. Est-ce que c'est l'une des raisons qui fait que l'on parle beaucoup de la forêt comme du poumon vert de la planète et moins de l'océan, alors qu'il a un rôle tout aussi important dans le système climatique ? Par rapport au changement climatique, par exemple, on a considéré que les forêts étaient un moyen de capter le carbone, alors que l'océan, dans l'ensemble des discussions onusiennes sur le changement climatique, n'a jamais eu l'attention de la même façon. Et c'est la plateforme Océan Climat qui, un an avant l'accord de Paris, a décidé de faire connaître les interactions océan-atmosphère, les interactions océan-climat, pour pouvoir intégrer cet océan dans les discussions du changement climatique. On avait ces petits États insulaires avec nous, et puis il y a eu un certain nombre d'États qui se sont aussi associés à notre action, qui a débouché sur le fait que pour la première fois à l'accord de Paris, il y avait dans le préambule la reconnaissance de l'océan comme un élément important du changement climatique, et il était dénommé comme un écosystème, ce qui est quand même aussi pas banal. C'était la première fois qu'un élément qui jusqu'à présent était physique, devenait un écosystème. Depuis, on voit que l'océan monte en grade dans l'attention qui est portée par les différentes structures de gouvernance.
par les États également. Et c'est vrai que le dernier rapport du GIEC, ou en tout cas l'idée vient de la plateforme Océan Climat également, le rapport spécial Océan Cryosphère, a montré que de 25%, on est passé à 30% de captage du CO2, un peu plus que les forêts. Et les derniers résultats scientifiques aujourd'hui laissent penser que ce captage de CO2 dans les forêts serait beaucoup plus éphémère que ce qui nous paraissait et que finalement, ça serait l'océan qui serait le garant de ce stockage de carbone sur le long terme. Peut-on dire que nos océans sont en danger et quels seraient les chantiers prioritaires pour les préserver ? Oui, en danger sur le long terme. En danger parce que qu'il s'agisse de la surpêche, qui fait qu'aujourd'hui, la quantité de poissons que nous mangeons ne vient pas forcément de la mer. Et donc, ça veut dire une réduction très préoccupante de tout ce qui est biodiversité marine. On ne sait pas jusqu'à quand l'océan pourra capter cette énergie thermique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui représente quand même presque la totalité des conséquences des gaz à effet de serre. Et donc, on imagine qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un point de bascule, un tipping point, qui pourrait entraîner l'arrêt de la circulation océanique de par la différence de température entre les pôles et les tropiques qui diminuerait et qui pourrait, à cet égard, faire disparaître ce côté régulateur de l'océan. Il y a aussi l'accroissement de l'absorption de gaz carbonique qui va entraîner une acidification. Cette acidification, la plupart du temps, peut entraîner des conséquences sur tout ce qui est organismes à coquilles, comme les huîtres, comme les moules. Mais il y a aussi la perte d'oxygène. L'eau de mer, à cause de la température, entraîne une déoxygénation qui se concrétise par l'existence de zones qu'on appelle des zones anoxiques, des zones mortes. Dans ces zones, dépourvues pratiquement d'oxygène, tout animal qui passe, comme un poisson, va immédiatement mourir du fait qu'il ne peut plus respirer. Depuis une dizaine d'années, on constate qu'il y a un accroissement de ces zones mortes en termes de nombre, mais aussi en termes de surface. Donc ça, c'est un autre phénomène qui peut être extrêmement grave, en tout cas dans les années à venir. Alors, quels seraient les chantiers prioritaires ? Comment agir ? Je pense qu'il n'y a pas une seule façon d'agir, il y en a plein. D'abord, la première chose, c'est en savoir plus sur le comportement de l'océan. Donc ça veut dire développer des recherches qui ont pour objet ce couplage océan, changement climatique, biodiversité. La deuxième chose, c'est aussi de faire connaître ces résultats scientifiques en des termes qui sont compréhensibles par le grand public. La troisième chose, c'est faire en sorte que ces connaissances puissent être disponibles et synthétisées pour que les décideurs et les politiques puissent prendre des mesures qui soient les plus adaptées à la situation. Et puis, il y a d'autres solutions, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les solutions d'atténuation concernent travailler au niveau de la source du danger. La source du danger, c'est l'émission des gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire réduire toutes les énergies néfastes, développer les énergies renouvelables, développer une économie circulaire, avoir tout un système adapté aux régions, aux locales, politiques, qui soit digne de ce nom pour que les générations futures, justement, puissent avoir un océan en bonne santé et aussi un climat à protéger. Donc il y a tout un travail aussi de sensibilisation qui doit être fait au niveau des régionales. Et puis je pense, moi, que c'est les jeunes et c'est les mômes qui seront les plus à même de prendre en main leur destin. Et c'est eux qui seront les créateurs de solutions demain. On parle souvent du 7e continent pour désigner l'immense plaque de déchets flottant dans l'océan. Quel impact cette pollution engendre-t-elle sur nos océans et plus largement sur la planète ?
Oui, alors c'est un beau mot parce que ça évoque bien ce côté massif et déterminant de l'émergence de matière qui soit nocive pour le vivant en tout cas. Pour l'instant, on n'a pas assez de données pour dire quelles vont être les conséquences concrètes. Ce qu'on voit, c'est que les tractus digestifs des animaux marins sont remplis de plastique, que les oiseaux quelquefois s'étranglent avec ces matières. On subodore qu'il va y avoir une diffusion d'espèces différentes par ces plastiques qui vont aller partout comme vecteurs peut-être de pathogènes. Et puis, on subodore également que ces plastiques, en termes de nanoparticules, pourraient rentrer dans les cellules et donc avoir des effets toxiques moléculaires qu'on n'imagine pas encore. Selon vous, la crise liée à la Covid-19 a-t-elle engendré une prise de conscience des impacts de nos activités sur la planète ? Oui, je pense absolument, oui. D'abord parce que si on prend Venise, les eaux sont devenues complètement claires, ce qu'ils n'avaient pas vu depuis Mathusalem. Et puis, on a vu revenir des dauphins dans des zones où on n'en voyait plus. Donc, ça veut dire qu'il y a une résilience de la nature. Donc, en ce sens-là, il y a eu des démonstrations de résultats concrets, comme quoi, oui, on peut faire des choses. Et puis, quand vous regardiez dans certaines zones, puisque la NOAA, par exemple, ou la NASA regardait le gaz carbonique dans les zones qu'elle suit d'habitude, on voyait très très bien la différence. Donc ça veut dire ça que oui, en effet, on a pu là voir que si on fait quelque chose on peut, et ça a des résultats. Donc c'est pas fichu, on peut continuer à faire quelque chose. Et il faut le faire d'ailleurs, de toute façon. D'où provient votre conscience écologique et votre sensibilité pour l'océan ? C'est Roscoff, en Bretagne. J'ai eu la chance de faire mes études au moment où Jacques Monod a eu son prix Nobel. La biologie était un domaine en pleine effervescence. Et ayant fait ces études-là, alors qu'avant j'avais fait philo, donc j'étais pas du tout destinée à ce genre de choses, j'ai été faire un stage à Roscoff et voir sous un microscope une goutte d'eau pleine de bestioles les plus magnifiques qui soient, les plus ahurissantes, les plus incroyables. J'ai trouvé ça formidable. Et puis partir en bateau, alors là, ça a été les deux alliés, le physique, parce que pour moi, la mer, l'océan, c'est physique, c'est sentir l'océan. Il faut partir en bateau pour connaître l'océan. Et puis voir ces formes extraordinaires, esthétiques, magnifiques. Et puis le problème, l'interrogation, ce mystère, d'où ça vient, comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, et où est-ce qu'on se situe dans notre rapport avec l'océan. C'est l'infini. Est-ce qu'il y a une découverte en lien avec l'océan qui vous a toujours fasciné ? J'ai participé à une vraie découverte. Donc c'est une fois par siècle. C'est la découverte des sources hydrothermales profondes. Donc ça, c'était dans les années 80. Et cette découverte a été pour moi extraordinaire parce que c'était en même temps la découverte de l'Amérique, donc des États-Unis. Et participer à la première campagne océanographique de biologie sur les sources, c'était découvrir d'une part le côté médiatique incroyable des Américains, puisqu'on avait 3 bateaux, on avait 2 hélicoptères, on avait tous les médias, c'était comme Hollywood. Hein. Donc moi je ne connaissais pas du tout au Muséum national d'histoire naturelle. Et puis après, avoir cette chance de plonger en sous-marin et de voir ce que personne n'avait vu auparavant, c'est le bonheur total. Avec en plus cette expérience physique de la plongée à 2500 mètres de profondeur, c'est déjà magnifique. Et découvrir des formes ahurissantes, géantes, bariolées de toutes les couleurs, la vie qui explose alors qu'on pensait que c'était tout l'inverse, qu'il n'y avait rien, c'était un désert. C'est magnifique, c'est vraiment.
Quelle bonne nouvelle vous aimeriez pouvoir annoncer dans 10 ans? Dans 10 ans, par exemple, une stabilisation de l'évolution de la température à la surface de la Terre, qui voudrait dire qu'on a réussi quelque chose concernant le climat. Surtout pour moi, redonner de la résilience à l'océan pour que les espèces qu'on appelle sauvages puissent se réapproprier cet espace océanique et se développer, pour que ce ne soit pas seulement un océan d'espèces en voie de disparition, mais un océan fonctionnel, ayant une grande biodiversité. Parfait, merci. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Oui, je trouve que c'est formidable ce que vous faites, voilà. Et que faire savoir tout ce qui concerne l'océan fait partie aussi des actions que nous avons menées.